Une femme a disparu au sein d'une famille de militaires en apparence parfaite. Hélène Pascal, 45 ans, épouse d'un capitaine de vaisseau de la Marine nationale et femme d'officier enviée de tous, a quitté son domicile un soir pour ne jamais revenir. Son mari, évoquant la dépression de sa femme, a suggéré une disparition volontaire et la police, sans soupçon particulier, a classé l'affaire. Mais 4 ans plus tard, une voiture repêchée en mer a tout changé. Entweder-the-Dartin. Lors de travaux de dragage dans la rade de Toulon, le véhicule d'Hélène Pascal, disparu 4 ans plus tôt, a été remonté à la surface. Le squelette retrouvé sur la banquette arrière, et non au volant, a contredit la version de son mari Jean-Luc. La vérité que le capitaine de police Antoine Dubois, un vétéran aguerri, a commencé à mettre au jour, dépassait l'imagination. La double vie cachée derrière le masque de l'élégante épouse d'officier la disparition de 50 000 € et un compte en banque secret que même son mari ignorait. Le château de mensonges érigé autour de la mort d'une femme a commencé à s'effondrer pièce par pièce. Que s'est-il réellement passé sur la digue du Mourillon le soir du 15 novembre 2014 ? Avant de commencer cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une journée pleine de lumière. L'histoire de ce jour-là commence maintenant. Le 10 décembre 2018 à 14h, sur le chantier d'extension de la digue du Mourillon à Toulon, un bruit assourdissant déchirait l'air. Alors qu'un crachin glacé tombait d'un ciel lourd et maussade, le vent d'hiver qui s'infiltrait dans les vêtements des ouvriers était d'une âpreté mordante. Le grutier, bandant les muscles de ses bras puissants, tira sur un levier de commande et le câble d'acier tendu à l'extrême plongea dans les profondeurs bleu-vert de la Méditerranée. Le chef de chantier qui observait la scène hurla dans son talkie-walkie. « Doucement, ne racle pas le fond, tu vas abîmer le matériel. » C'est à ce moment-là que la voix pressante du grutier fendit les airs. « Patron, j'ai accroché quelque chose. » C'est pas un rocher. Le câble vibrant sous la tension commença à hisser un objet massif vers la surface. Une masse argentée entièrement couverte de vases noirs et d'algues apparut enfin. C'était une voiture de tourisme. L'eau de mer emprisonnée s'échappa en cascade de la carrosserie cabossée. Le chantier devint soudain silencieux, comme si on y avait jeté un seau d'eau froide. Le chef de chantier, les mains tremblantes, composa le dicept. « Allô la police, ici le chantier de la digue du Mourillon. On vient de remonter une voiture. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. » 30 minutes plus tard, le capitaine Antoine Dubois de la brigade criminelle du commissariat de Toulon arriva sur les lieux. En claquant la portière de sa voiture, il pressa sa main sur son genou gauche douloureux et, sortant un vieux carnet en cuir, s'approcha en boitillant du véhicule hissé. Une douleur lancinante qui ne manquait jamais de se réveiller avec la pluie ou l'humidité. Au moment où une odeur âcre de vase et de métal rouillé lui piqua les narines, son jeune collègue, le lieutenant Lucas Moreau, qui sécurisait le périmètre, l'aperçut et accourut. « Capitaine Dubois, vous voilà. » Dubois désigna le véhicule d'un signe de tête et lâcha d'un ton sec la plaque d'immatriculation vérifiée. Lucas Moreau, essuyant la boue qui recouvrait la plaque avec un mouchoir, répondit « AB 4 5 6 C D ». La recherche est sortie. L'expression de Moreau était étrangement crispée. Il hésita un instant avant de poursuivre. « C'est un véhicule signalé disparu en novembre 2014. » La propriétaire est Hélène Pascal, 45 ans à l'époque. L'épouse du capitaine de vaisseau Jean-Luc Pascal. Les sourcils de Dubois se froncèrent. C'était cette affaire, celle où l'on avait retourné toute la région de Toulon, sans trouver ne serait-ce qu'un cheveu il y a 4 ans. Le souvenir des débats interminables entre disparition volontaire et accident lui revint en mémoire. Dubois s'approcha pour regarder à l'intérieur par la vitre brisée, mais la boue l'empêchait de voir quoi que ce soit. Dites à la scientifique d'ouvrir cette portière. Sur l'ordre de Dubois, les techniciens de l'identité judiciaire s'activèrent avec leur matériel spécialisé. Les charnières rouillées grincèrent comme un cri de douleur et la portière conducteur s'ouvrit de force, libérant une bouffée d'odeur d'eau croupie. Tous les regards se tournèrent vers l'intérieur. Le siège conducteur était vide, mais sur le plancher de la banquette arrière, une vision d'horreur les attendait. Burke. Lucas Moreau se détourna, retenant une nausée. Sur le tapis de sol recroquevillé se trouvait un squelette vêtu d'une doudoune en fibres synthétiques. C'était la manifestation tragique de 4 années passées au fond de l'eau froide. Dubois, les mains gantées, se pencha calmement vers le corps. Son regard perçant balaya les vêtements accrochés aux os décharnés, puis s'arrêta net sur les chevilles et les poignets. « Regarde-moi ça !» murmura Dubois.
Une épaisse corde de nylon était enroulée autour des poignets et des chevilles du squelette, et la forme du nœud n'avait rien d'ordinaire. Ce n'était pas le travail d'un amateur. Les liens étaient faits de manière experte et solide. Lucas regarde le siège conducteur. Dubois pointa le siège du doigt. Lucas Moreau passa la tête à l'intérieur pour vérifier sa position et s'exclama surpris « Oh, le siège est reculé au maximum. » Exact. La disparue mesurait 1,55 m, c'est ça. À cette distance, ses pieds n'auraient même pas atteint les pédales. Dubois griffonna rapidement quelque chose dans son carnet. Il vérifia ensuite le levier de vitesse, il n'était ni sur P-Parking, ni sur des drives, mais sur N neutre. Ça veut dire que quelqu'un a poussé la voiture de l'extérieur, sans même s'asseoir au volant. Le visage de Lucas Moreau devint blême. Il comprit instinctivement que ce n'était pas un simple accident. À ce moment, une agitation se fit entendre derrière le ruban de la police et un homme se précipita sur la scène comme un fou. Vêtu d'un impeccable uniforme de la Marine nationale, cet homme d'une cinquantaine d'années n'était autre que le mari de la disparue, le capitaine de vaisseau Jean-Luc Pascal. Lui, d'ordinaire réputé pour son sang-froid, ne remarquait même pas que ses cheveux étaient en désordre. « C'est bien la voiture de ma femme Hélène. Elle est là, dedans. » Allaita-t-il en secouant la manche de Lucas Moreau. Moreau, embarrassé, tenta de le calmer. « Calmez-vous, mon capitaine. L'identification est en cours, mais il faut vous préparer au pire. » Le regard de Jean-Luc se fixa sur la Peugeot couverte de vase et ses jambes semblèrent le lâcher. « Hélène, mon Dieu, Hélène, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il s'agrippa à la carrosserie en sanglotant. Ses cris qui semblaient pouvoir couvrir le bruit des vagues résonnèrent sur le port. Finalement incapable de supporter le choc, il s'effondra sur place. Les ambulanciers qui attendaient se précipitèrent pour l'installer sur un brancard. Dubois observa d'un œil impassible la silhouette de Jean-Luc Pascal emporté par l'ambulance. Son expression tenait plus du soupçon que de la compassion. Dubois reporta son attention sur l'intérieur du véhicule. La boîte à gants était légèrement entr'ouverte. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un coffret en bois précieux entièrement recouvert de vases. En ouvrant le couvercle déformé par l'humidité, il constata qu'il était vide. Au fond de la boîte, un autocollant à peine lisible indiquait « Mise en bouteille le 12 novembre 2014 », 3 jours exactement avant sa disparition. Identité judiciaire prélevait cette boîte. J'ai l'impression que ça pourrait être un élément très important. La voix de Dubois était ferme. Au même moment, le médecin légiste qui examinait les vêtements du squelette releva la tête. « Capitaine, une chance dans notre malheur. Cette doudoune étant synthétique, elle n'a presque pas été dégradée par l'eau de mer. Les marques de ligature devraient être très nettes. » Dubois hocha la tête. Il ouvrit son vieux carnet et y écrivit d'une main appuyée « Réouverture affaire Hélène Pascal », les fragments de vérité refaisant surface des ténèbres après 4 ans. Le vent froid de l'hiver balaya une nouvelle fois le port de Toulon et de la voiture sortie des eaux, un liquide noir continuait de goutter. Dubois fixa la banquette arrière où le corps avait été trouvé et renonça à sortir une cigarette de sa poche. Les vivants peuvent mentir, mais les preuves laissées par les morts ne mentent jamais. Le lendemain matin, le ciel de Toulon était toujours aussi plombé. Le capitaine Dubois, accompagné de Lucas Moreau, se rendit au grand marché du cours Lafayette pour retrouver les dernières traces d'Hélène Pascal, datant de 2014. Les allées du marché, où se mêlaient les odeurs de poisson et d'ail grouillé de vie dès l'aube. « Il n'y aura plus de vidéosurveillance d'il y a 4 ans, dit Dubois à Moreau d'un signe de tête. Donc la clé, ce sont les gens. Faisons confiance à la mémoire des commerçants. » Moreau hocha la tête et sortit une photo d'Hélène Pascal de sa poche. Le premier stand où ils s'arrêtèrent fut celui d'un marchand de fruits à l'entrée du marché. La propriétaire, une femme d'une 60aine d'années qui lustrait des pommes rouges avec un chiffon écarquilla les yeux à la vue des policiers. Moreau lui tendit la photo d'Hélène. « Madame, vous vous souvenez de cette personne? Elle venait souvent ici il y a 4 ans. » La femme baissa ses lunettes sur le bout de son nez et examina la photo attentivement. Un instant plus tard, un air de reconnaissance illumina son visage. « Ah, mais bien sûr, je me souviens, c'est la femme de l'officier, non cette dame si douce. On ne la voyait plus depuis un moment. Il lui est arrivé quelque chose. » Dubois, saisissant l'occasion, intervint. « Comment était-elle d'habitude? Dites-nous tout ce dont vous vous souvenez. » La marchande fouilla dans ses souvenirs. Elle était très distinguée. Toujours habillée avec des vêtements qui semblaient venir des galeries Lafayette, elle parlait d'une voix posée toujours très polie avec nous les petits commerçants.
On se disait « Ah, une vraie grande dame, c'est autre chose ». Les témoignages des autres commerçants allaient dans le même sens. Hélène Pascal était connue dans le marché comme l'ange du capitaine. Cependant, l'ambiance changea étrangement devant une poissonnerie. Le propriétaire, un homme d'une 50aine d'années, fronça les sourcils et soupira en voyant la photo. Ce jour-là, elle était bizarre. La main de l'homme qui emballait du poisson s'arrêta. L'œil de Dubois s'alluma. « Ce jour-là, vous parlez du jour de sa disparition ?» Le poissonnier jeta un regard circulaire autour de lui et baissa la voix. « Oui, d'habitude elle choisissait son poisson avec un sourire élégant, mais ce jour-là on aurait dit qu'elle était poursuivie. Elle n'arrêtait pas de téléphoner. Vous avez entendu ce qu'elle disait ?» le pressa Dubois. L'homme déglutit. Ça parlait d'argent. Elle pleurnichait, disait qu'elle n'avait plus aucune solution, elle suppliait qu'on lui laisse un peu de temps. Elle pleurait tellement à chaudes larmes que j'étais gêné, j'ai fait semblant de ne rien entendre. Moreau nota rapidement dans son carnet problème d'argent. Suppliait quelqu'un. La façade désespérée derrière le masque de l'épouse élégante se fissurait. Ensuite, ils se rendirent chez un caviste réputé dans une ruelle plus tranquille du marché. Le propriétaire, un homme de 60 ans, aux cheveux poivre, et Celle retira ses lunettes pour examiner la photo. Je m'en souviens. Elle est venue acheter une bouteille d'Armagnac très chère du meilleur cru pour son mari, disait-elle. Dubois tendit l'oreille. Y a-t-il une raison particulière pour que vous vous en souveniez ? Le caviste pencha la tête. Sa demande était un peu étrange. Normalement, on met la bouteille dans son coffret en bois, on l'emballe joliment dans du papier cadeau. Mais elle m'a demandé de lui donner le coffret vide. Le coffret vide ? Oui, elle m'a dit de mettre la bouteille dans un simple sac et qu'elle prendrait le coffret en bois comme ça vide. Je me suis demandé ce qu'elle pouvait bien vouloir mettre dans une si grande boîte. En tout cas, elle est partie en serrant ce coffret vide contre elle, comme si c'était un trésor. Dans l'esprit de Dubois, l'image du coffret en bois vide, trouvé dans la voiture, lui revint. Qu'est-ce qu'Hélène Pascal avait bien pu vouloir y mettre ? Le lendemain après-midi, Dubois convoqua le mari Jean-Luc Pascal au commissariat pour un interrogatoire en tant que témoin. Jean-Luc, vêtu d'un costume impeccable aux plis parfaits, s'assit dans la salle d'interrogatoire. Ses yeux étaient rougis et il se tamponnait le nez avec un mouchoir. Dubois s'assit en face de lui et le fixant commença « Je sais que c'est difficile, mais merci d'être venu. J'ai juste quelques vérifications à faire. » Jean-Luc répondit d'une voix faible « Si ça peut t'aider à retrouver Hélène, je ferai n'importe quoi. » Le jour de sa disparition, votre femme avait-elle un comportement inhabituel ? Les commerçants du marché disent l'avoir entendue pleurer au téléphone à cause d'argent. À cette question, le regard de Jean-Luc vacilla un instant. Mais il retrouva rapidement son calme et baissa la tête. Pour être honnête, ma femme souffrait d'un mal profond, une dépression sévère. Une dépression, oui. En apparence, elle faisait semblant d'être joyeuse, mais à l'intérieur, elle était rongée. J'ai même un certificat médical. Jean-Luc sortit une enveloppe de sa mallette et la poussa sur la table. Le diagnostic du psychiatre, épisode dépressif majeur, était clairement inscrit. Parfois, elle allait seule au bord de la mer pour prendre l'air. Elle disait avoir besoin de temps pour réfléchir. Ce jour-là, j'ai pensé que c'était pareil. Jean-Luc, incapable de finir sa phrase, se mit à sangloter. Cependant, le témoignage de la sœur cadette d'Hélène Sophie Girard recueilli le lendemain était radicalement différent. Sophie, la quarantaine, frappa du poing la table du café, sa réaction était véhémente. « Ma sœur se suicidait, ne dites pas de bêtises. » De grosses larmes perlèrent dans les yeux de Sophie. Lucas Moreau demanda prudemment « Son mari nous a dit qu'elle souffrait d'une grave dépression. » « C'est ce que mon beau-frère a dit, c'est à peine croyable. » Sophie se mordit la lèvre et continua « Quelques jours avant sa disparition, ma sœur m'a appelé. Elle me demandait ce qui ferait un beau cadeau pour ma fille qui allait entrer à l'université, un ordinateur portable ou un joli sac. On a papoté comme ça un bon moment. Une personne comme ça abandonnerait sa fille pour partir la première jamais de la vie. Vous en êtes certaine ? J'en mettrai ma main à couper. Pour sa fille, Camille, ma sœur, aurait traversé l'enfer, surtout après s'être sacrifiée pour rembourser les dettes de son mari. Sophie se tut brusquement. Dubois s'engouffra dans la brèche. Les dettes de son mari. Le capitaine de vaisseau Pascal avait des dettes. Sophie, embarrassée, détourna le regard et marmonna. « Oh, non, ce n'est pas ça. Je voulais juste dire que la vie était dure. » Elle cachait clairement quelque chose. L'équipe d'enquêteurs lança une analyse des communications pour vérifier scientifiquement les derniers déplacements d'Hélène Pascal. Quelques jours plus tard, Lucas Moreau se précipita vers le bureau de Dubois, un dossier à la main. « Capitaine, on a localisé le dernier signal du portable d'Hélène Pascal. Où ça ?
une antenne relais près du port de Toulon. Le rayon correspond exactement à la zone du chantier où la voiture a été retrouvée. Dubois déplia une carte et entoura la zone d'un cercle rouge. Le doute se transformait peu à peu en certitude. Ensuite, Dubois commença à vérifier l'alibi de Jean-Luc pour le soir en question. Jean-Luc avait déclaré avoir participé à un dîner avec des collègues dans un restaurant près de la base navale. Dubois alla interroger un capitaine de frégate d'une quarantaine d'années qui avait participé à ce dîner. Ce soir-là, le capitaine de vaisseau Pascal est-il resté jusqu'à la fin ? Le capitaine de frégate chercha dans sa mémoire avant de répondre prudemment « Non, il s'est absenté un moment au milieu du repas. Il a dit qu'il avait une urgence. » Combien de temps est-il parti ? Voyons. 1 heure ou 2, je dirais. Quand il est revenu, il avait l'air complètement dégrisé. Dubois nota l'heure dans son carnet, faisant un rapide calcul mental. Les 2 heures d'absence de Jean-Luc coïncidaient parfaitement avec la période où le téléphone d'Hélène avait émis son dernier signal depuis la zone portuaire. Quelques jours plus tard, alors que Dubois s'apprêtait à convoquer Jean-Luc pour un 2e interrogatoire, Lucas Moreau ouvrit la porte du bureau en trombe. « Capitaine, c'est grave. » Dubois, une cigarette aux lèvres, releva la tête. « Quoi, Pascal s'est enfui ?»« Non. Il a engagé un avocat, et pas n'importe lequel, un ténor du barreau de Paris. » Dubois écrasa sa cigarette sur son bureau. Un simple témoin dans une affaire de disparition qui engage un avocat de cette envergure dès que le corps est retrouvé. C'était comme crier sur tous les toits « C'est moi le coupable ». Un sourire amer se dessina sur les lèvres de Dubois. Ça pue cette histoire. Ça pue le mensonge à plein nez. Il ouvrit son vieux carnet et dessina 3 gros points d'interrogation à côté du nom de Jean-Luc Pascal. Que s'était-il passé cette nuit-là ? Il y a 4 ans face à la mer froide de Toulon, et où était passé le contenu du précieux coffret d'Armagnac. La traque obstinée de la vérité par Antoine Dubois ne faisait que commencer. Le capitaine Antoine Dubois contemplait la pile de documents qui s'élevait comme une montagne sur son bureau au commissariat. C'était l'intégralité des relevés bancaires d'Hélène Pascal sur les 5 dernières années. Ces vieilles habitudes de l'époque où il travaillait à la brigade financière de Paris à éplucher des comptes pendant des nuits entières, semblaient ressurgir. Il ajusta ses lunettes, prit un stylo rouge et commença à examiner les lignes une par une. « Les gens mentent, mais l'argent lui ne ment pas », marmonna-t-il en tournant les pages. À première vue, c'était le compte en banque d'une femme au foyer ordinaire. Paiement au supermarché, charge de copropriété, prélèvement automatique régulier. Cependant, en y regardant de plus près, un schéma étrange apparut. Chaque mois, le 15 et le 30 des sommes en espèces étaient créditées, puis retirées presque immédiatement. Ce manège se répétait depuis des années. Les montants toujours compris entre 500 et 800 euros étaient constants. Lucas vient voir ça. À l'appel de Dubois, Lucas Moreau accourut. Dubois tapota du doigt les lignes surlignées en rouge. « Regarde ça, l'argent entre et sort aussitôt. » Comme si quelqu'un attendait pour le récupérer. Lucas, penché sur les relevés, hocha la tête. « C'est vrai, et pour des dépenses courantes, l'origine des virements est un peu bizarre. Retrace l'origine de ces virements. » Tout de suite, sur l'ordre de Dubois, Lucas se mit à taper frénétiquement sur son clavier. Sur l'écran du système d'information bancaire, les noms des émetteurs commencèrent à s'afficher. Le résultat était complètement inattendu. Le premier virement provenait de l'hôtel de la Marine, le second du restaurant Le Pêcheur. Pourquoi la femme d'un capitaine de vaisseau recevrait-elle de l'argent d'un motel et d'un restaurant ? S'étonna Lucas, l'air déconcerté. Allons voir. La réponse est sur le terrain. Dubois enfila sa vieille veste et se leva. Le premier endroit où ils se rendirent fut l'hôtel de la Marine en périphérie de la ville. C'était un bâtiment décrépit qui devait avoir au moins 20 ans avec une enseigne au néon à moitié cassée. La gérante, une femme d'une 50aine d'années qui somnolait à la réception, cligna des yeux en voyant la photo d'Hélène que les policiers lui tendaient. « Oh, mais c'est Madame Hélène, elle faisait le ménage ici ?» Les yeux de Dubois s'écarquillèrent. Le ménage, l'épouse d'un capitaine de vaisseau, faisait le ménage ici. Oui, elle a travaillé ici pendant environ 2 ans. Elle venait tard le soir et nettoyait les chambres jusqu'à l'aube. Elle disait qu'elle ne voulait pas être vue, c'est pour ça qu'elle ne travaillait que la nuit. Comment était-elle ? Silencieuse et très courageuse. Même quand elle devait nettoyer le vomi des clients ivres, elle ne se plaignait jamais. C'était vraiment triste. La gérante secoua la tête avec un claquement de langue. Près du port au restaurant Le Pêcheur, ils recueillirent un témoignage similaire.
La patronne, une femme de 60 ans, portant des gants en caoutchouc, soupira en voyant la photo d'Hélène. Hélène, elle faisait la plonge chez nous. Les week-ends ou les jours de grande affluence, elle lavait la vaisselle jusqu'à minuit. Lucas, incrédule, demanda « Elle ne semblait pas trouver ça pénible pour une femme habituée à se faire appeler madame ?» Au début, elle avait les mains toutes abîmées, elle n'arrivait même plus à se redresser. Mais elle n'a jamais abandonné. J'avais beau lui dire de se reposer un peu, elle s'obstinait. Pourquoi faisait-elle tout ça ? La patronne, essuyant une table avec un torchon, répondit. Elle disait qu'elle avait un besoin urgent d'argent, que ce ne serait que jusqu'à la promotion de son mari. Elle économisait chaque centime, la pauvre. Elle-même se contentait de pain et de reste pour ne pas dépenser. Dubois était sans voix face à la double vie d'Hélène. Le jour, l'élégante épouse d'officier qui tenait son rang. La nuit, la femme qui enchaînait les petits boulots éreintants dans les hôtels et les restaurants. Qu'est-ce qui avait pu la pousser à un tel sacrifice ? De retour au bureau, Dubois approfondit l'analyse des flux financiers. L'argent qu'Hélène gagnait à la sueur de son front, après avoir transité par plusieurs comptes, Écran finissait par converger vers une seule destination, une société nommée Kim Tozondong Consulting. Qui est ce Kim Tontiner ? Dubois tapa le nom dans un moteur de recherche. En apparence, une société de conseil en gestion ordinaire. Mais dans les fichiers de la police, il était répertorié comme un intermédiaire connu pour son implication dans des affaires de corruption liées aux contrats militaires et aux promotions. Donc Jean-Luc a utilisé l'argent que sa femme gagnait en se tuant à la tâche pour graisser la patte à des intermédiaires en vue d'une promotion. Dubois frappa du poing sur la table. Le visage de Lucas était rouge de colère. C'est un vrai salaud. C'est comme s'il avait envoyé sa femme faire la manche. L'équipe d'enquêteurs analysa l'historique des appels et des messages de Jean-Luc. L'écran se remplit de SMS de pression adressés à Hélène. Pourquoi si peu ce mois-ci ? Il manque 800 €. La commission de promotion approche. Tu veux me faire perdre la face ? Trouve cet argent tout de suite. Cela ressemblait plus aux menaces d'un usurier qu'aux messages d'un mari. Cependant, au cours de l'enquête, un autre personnage inattendu fit son apparition. Des traces de virements vers le compte d'Hélène, suivies de remboursements avec des intérêts exorbitants, furent découvertes. Il s'agissait d'un usurier local surnommé le Serpent, de son vrai nom Marc Duval. Dubois le fit immédiatement arrêter et l'interrogea. Le Serpent, la quarantaine, était assis nonchalamment mâchant un chewing-gum, ses tatouages bien visibles sur les avant-bras. Dubois jeta la photo d'Hélène sur la table. « Tu connais Hélène Pascal ? C'était quoi votre relation ?» Le Serpent répondit d'un air détaché. « Je lui prêtais de l'argent, elle me remboursait avec intérêt. C'est un crime, tu l'as vu le jour de sa disparition. On devait se voir, oui, mais elle m'a posé un lapin. Elle ne répondait plus au téléphone disparu. » Il haussa les épaules d'un air faussement innocent. « Comment était Hélène Pascal d'habitude ? Tu l'as menacée pour qu'elle rembourse ? Et, capitaine, pour qui vous me prenez, cette femme, elle avait plus peur de son mari que de moi. Quand je l'appelais pour l'argent, elle tremblait de tous ses membres. Elle me suppliait en disant que si son mari la prenait, ce serait terrible pour elle. » Le regard de Dubois devint plus dur. Peur de son mari ? Oui, elle était terrifiée. Elle disait que si elle ne trouvait pas l'argent, son mari la tuerait. Ça m'a fait de la peine, je lui ai même fait une ristourne sur les intérêts. Les paroles de l'usurier sonnaient étrangement vraies. Pour Hélène, Jean-Luc n'était pas un soutien, mais une source de terreur et d'exploitation. Après l'interrogatoire, Dubois retourna immédiatement au domicile des Pascal. Avec l'accord de Jean-Luc, il fouilla de fond en comble la chambre conjugale. Au fond d'une armoire, en acajou dissimulé entre de vieilles couvertures, un petit carnet tomba. C'était un livre de contes secrets tenu par Hélène. Dubois l'ouvrit et en tournant les pages s'arrêta net. Sur la toute dernière page, une note était écrite d'une main appuyée au stylo 15 nov. Les derniers 50 000, coffret Armagnac. Le cœur de Dubois se mit à battre la chamade. Le 15 novembre était le jour de la disparition d'Hélène. 50 000 faisait clairement référence à 50 000 € et le coffret Armagnac à la boîte vide retrouvée dans la voiture. « Lucas, regarde ça !» appela Dubois d'une voix tremblante. Lucas se pencha sur la note, les yeux écarquillés. « Capitaine, ça veut dire que ce jour-là, Hélène Pascal est partie avec 50 000 €. Exactement. Elle a rempli le coffret vide avec 50 000 € en liquide pour les donner à quelqu'un. » Dubois, recopiant la note dans son carnet, dit d'une voix pleine de conviction, mais le coffret retrouvé dans la voiture était vide. Alors où sont passés ces 50 000 €? Dans l'esprit de Dubois, les pièces du puzzle éparpillées commençaient à s'assembler.
Le mari qui exploitait sa femme, l'argent sale pour une promotion et la somme colossale disparue. Toutes les pistes menaient à une seule et même personne, Jean-Luc Pascal. Janvier. L'affaire Hélène Pascal, largement relayée par les médias, mit la tranquille ville de Toulon en émoi. Le squelette remonté des fonds marins après 4 ans et les circonstances mystérieuses de sa découverte étaient un sujet de conversation idéal. Devant le commissariat, les camions de télévision et les journalistes campaient en permanence. Un après-midi, une enveloppe Kraft sans expéditeur fut livrée au bureau de la brigade criminelle. Lucas Moreau, la secouant, s'approcha du capitaine Dubois. « Capitaine, regardez ça. Pas de nom d'expéditeur, le cachet de la poste est flou. C'est suspect. » Dubois, une cigarette aux lèvres, prit l'enveloppe et la déchira brutalement. Une feuille A4 et plusieurs photos en tombèrent. Le regard de Dubois devint glacial. Les photos montraient Hélène Pascal en pleine conversation, l'air grave dans une voiture, avec un jeune homme d'une trentaine d'années. Ils étaient proches comme des amants, et sur l'une des photos, l'homme avait la main sur l'épaule d'Hélène. Sur la feuille A4, un texte tapé à l'ordinateur disait « Hélène Pascal avait un amant. Enquêtez sur leur relation. » Lucas Moreau retourna une photo et fronça les sourcils. « Regardez ça. La date de prise de vue est octobre 2014. 1 mois pile avant sa disparition. Un crime passionnel, murmurèrent les autres inspecteurs. Elle a essayé de s'enfuir avec son amant et ça a mal tourné. » Mais l'expression de Dubois, au contraire, se durcit. La composition et la lumière des photos étaient trop parfaites. On aurait dit des photos mises en scène prises délibérément pour créer une preuve d'adultère. Je ne sais pas. Ça sent trop l'arnaque, vous ne trouvez pas? C'est comme si on nous servait le repas sur un plateau. Cependant, malgré la prudence de la police, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux, on ne sait comment, se mirent à publier des articles à sensation. Choc. La double vie de l'épouse d'un officier de marine avait-elle un amant caché? La fin tragique d'une femme de 40 ans déchut la piste du drame passionnel. Les journalistes assaillirent Dubois de questions micro-tendues. « Capitaine, avez-vous identifié l'homme sur la photo? Le mari Jean-Luc Pascal était-il au courant ?» Dubois, les lèvres scellées, se fraya un chemin à travers la meute de journalistes pour regagner son bureau. L'opinion publique, en un instant, se retourna contre la victime Hélène Pascal. La police identifia rapidement l'homme sur la photo. Il s'appelait Pierre Lemoine, 34 ans. Dubois et Moreau se rendirent immédiatement sur le chantier où ils travaillaient. Pierre Lemoine, couvert de poussière, transportait des briques quand les policiers firent irruption, et il s'effondra. Au moment où on lui passa les menottes, il cria l'air outré « Mais pourquoi vous m'arrêtez? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Toulon, sous la lumière froide des néons, Pierre Lemoine frappa du poing sur la table. « Un amant, vous voulez me rendre fou ou quoi? Ce n'est pas ça du tout. » Dubois, les bras croisés, jeta les photos sur la table. « Et ça, c'est quoi? Un homme et une femme collés l'un à l'autre dans une voiture, vous faisiez quoi ?» Pierre Lemoine jeta un coup d'œil aux photos et éclata d'un rire désabusé. « Ah, ça! J'étais en train de travailler. » « Travailler ? J'étais un employé d'une agence de recouvrement. Je la suivais pour le compte de mon patron. » Dubois et Moreau échangèrent un regard. « Tu étais là pour récupérer de l'argent auprès d'Hélène Pascal ? » « Non, c'est le contraire, on m'avait demandé de la surveiller. »« Qui ?» Pierre Lemoine déglutit et se lança. « Son mari, ce militaire Jean-Luc Pascal. » L'air dans la salle d'interrogatoire se glaça. Pierre Lemoine sortit un vieux téléphone de sa poche et le déverrouilla. « Si vous ne me croyez pas, écoutez ça. J'ai enregistré au cas où. » La voix calme et froide de Jean-Luc Pascal s'éleva du haut-parleur. « Monsieur Lemoine, surveillez ma femme, tous ses faits et gestes. Je dois savoir qui elle rencontre, où elle trouve de l'argent. Prenez aussi des photos. » D'accord. Mais pour les frais, je vous donnerai 500 € par mois. En échange, faites en sorte qu'elle ne se doute de rien. Prenez aussi quelques photos qui pourraient faire croire qu'elle voit un autre homme. Ça pourrait servir plus tard. » Lucas Moreau, horrifié, porta la main à sa bouche. « Mon Dieu, le mari a engagé quelqu'un pour fabriquer de fausses preuves d'adultère contre sa propre femme. » Pierre Lemoine hocha la tête. « Je n'ai fait que suivre les ordres. Cette pauvre femme, elle se tuait au travail pour rembourser les dettes de son mari. Un amant, j'avais plutôt envie de lui payer un repas tellement elle faisait pitié. » Dubois serra les poings. La lettre anonyme, la manipulation des médias, tout cela faisait partie du plan minutieux de Jean-Luc. Pour détourner les soupçons de meurtre qui pesaient sur lui, il avait tenté de transformer sa femme décédée en femme infidèle et de noyer l'enquête dans la boue. Quel monstre! Un juron grossier s'échappa des lèvres de Dubois.
L'analyse du cachet de la poste de la lettre anonyme révéla sans surprise des traces de falsification. Le piège tendu par Jean-Luc s'était refermé sur lui. À ce moment-là, le téléphone de Dubois sonna bruyamment. C'était un expert de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Capitaine Dubois, on a les résultats de l'analyse détaillée du corps. On a trouvé quelque chose de décisif. Dubois colla le téléphone à son oreille. Qu'est-ce que c'est, dites-moi vite. Sur la doublure de la doudoune que portait la victime à l'endroit où la corde était le plus serrée, nous avons détecté des microtraces de sang. Du sang, oui, pas sur les os mais imprégné dans le tissu. C'est ce qu'on appelle une réaction vitale. La voix de l'expert était tremblante d'excitation. À côté, Lucas Moreau, qui écoutait, avait l'air de ne pas comprendre. Dubois baissa un instant le téléphone pour lui expliquer « une réaction vitale ». Ça veut dire que la blessure a été faite alors que son cœur battait et que le sang circulait. Au bout du fil, l'expert poursuivit « Si on attache un cadavre, il n'y a pas d'hémorragie sous-cutanée. Le sang ne peut pas s'infiltrer dans les vêtements. Autrement dit, la victime a été ligotée de force alors qu'elle était encore en vie, et de manière très violente. » Dubois ferma les yeux un instant. Tout devenait clair. Hélène Pascal ne s'était pas suicidée avant d'être jetée à la mer. Elle avait été ligotée vivante, terrorisée par un homme de main engagé par son propre mari et finalement jetée à la mer par ce dernier. Ce n'était pas un accident ou un suicide maquillé, mais un crime de sang-froid brutal et prémédité. Dubois raccrocha et se leva d'un bond. Lucas demande un mandat d'arrêt. Chef d'accusation meurtre et recel de cadavre. Il n'y a plus rien à voir. Compris. Je cours au parquet. L'équipe se mit en branle. L'accusation de drame passionnel était balayée et les preuves scientifiques pointaient un doigt accusateur vers Jean-Luc Pascal. Le lendemain matin, le mandat d'arrêt fut délivré par le juge d'instruction. Dubois, préparant les menottes, se tourna vers ses hommes d'un air grave. « On y va. Il est temps qu'il enlève ses galons et qu'il aille goûter à la prison. » Mais alors que les policiers s'apprêtaient à quitter le commissariat, une information de dernière minute à la télévision les arrêta net. Flash info, affaire de l'épouse du capitaine de vaisseau, disparu le mari Jean-Luc Pascal annonce son intention de se rendre à la justice. À l'écran, Jean-Luc, entouré de ses avocats, se tenait devant le palais de justice, l'air accablé. « Je présente mes excuses à tous les Français pour l'inquiétude que j'ai causée. Je vais révéler toute la vérité et me soumettre au jugement de la loi. » Il s'inclina à 90 degrés sous une pluie de flash. Dubois, fixant l'écran de télévision, laissa échapper un rire amer. Ce serpent, il ne nous a même pas laissé le temps d'aller le chercher. Il a pris les devants, se rendre de son plein gré. C'était une manœuvre psychologique très calculée pour faire semblant de reconnaître sa culpabilité tout en se faisant passer pour un suspect modèle et coopératif. Face à cette nouvelle manipulation, Dubois sentit une rage froide monter en lui. Mais cette fois, ce serait différent. Les traces de sang laissées par la morte, les nœuds de la corde. Tout était prêt à faire voler en éclats le château de mensonges de Jean-Luc Pascal. Dubois fourra son vieux carnet dans sa poche et démarra la voiture en direction du palais de justice. Le vrai combat ne faisait que commencer. Fin janvier 2019, l'air dans le bureau du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon était lourd. Sous la lumière blafarde des néons, le visage de Jean-Luc Pascal semblait avoir vieilli de 10 ans. Pourtant, sa posture droite et le col de sa chemise boutonnée jusqu'en haut témoignaient encore de la discipline militaire. Les mains posées sagement sur ses genoux, il fixait le juge assis en face de lui. Le juge ajusta ses lunettes à monture d'écaille et commença d'une voix calme « Monsieur Pascal, racontez-nous la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là, il y a 4 ans. Pourquoi votre femme se trouvait-elle au fond de la mer ?» Jean-Luc sortit un mouchoir blanc de sa poche et se tamponna les lèvres. Ses épaules se mirent à trembler légèrement. Ma femme, Hélène, n'avait plus la force de se battre. Les dettes l'ont poussée au bord du gouffre. Sa voix chargée d'émotion se brisa. Cette nuit-là, pendant que je m'étais absenté un moment, ma femme s'est donné la mort dans la voiture. Quand je l'ai trouvée, elle ne respirait plus. Elle s'est suicidée. Alors pourquoi ne pas avoir appelé les secours, le SAMU, la police ? Face à cette question pointue, Jean-Luc baissa lourdement la tête. J'ai eu peur. J'étais sur le point d'être évalué pour une promotion. Vous avez jeté le corps de votre femme pour une promotion. Pour un militaire, l'honneur est plus important que la vie. Si on avait appris le choix tragique de ma femme, ma carrière aurait été terminée. J'ai perdu la tête un instant. C'est pour ça que j'ai poussé la voiture à la mer. Jean-Luc se cacha le visage dans les mains secouées de sanglots.
De l'autre côté de la vitre sans teint, le capitaine Dubois frappa du poing. Quel comédien, il joue la comédie à la perfection. L'avocat de Jean-Luc, assis à côté de lui, sortit un épais dossier et le poussa vers le juge. Monsieur le juge, voici les preuves qui corroborent la déposition de mon client. Vous verrez ici que Madame Hélène Pascal était suivie en psychiatrie pour dépression depuis 3 ans. L'avocat avec aisance tourna les pages. Et voici le résultat de l'expertise de son téléphone portable. Regardez les messages de menaces des usuriers. Le juge prit les documents et les parcourut. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, j'irai voir ton mari à la base navale. Tu sais à combien s'élèvent les intérêts vents un rein s'il le faut. Des mots crus et violents couvraient les pages. L'avocat ajouta d'une voix basse. Dans une telle situation, le choix qu'une femme au foyer fragile peut faire est évident. Mon client reconnaît le recel de cadavre, mais il n'a en aucun cas porté la main sur sa femme. Le juge, le front plissé, referma le dossier. La logique de Jean-Luc était implacable. Profitant du fait que les morts ne parlent pas, il rejetait toute la responsabilité sur la fragilité de sa femme et sur les usuriers se présentant lui-même comme un mari ayant fait un choix stupide dans un moment de panique. Le lendemain matin, une expertise au détecteur de mensonges fut organisée. Dans une pièce insonorisée, Jean-Luc le torse et les doigts bardés de capteurs étaient assis. Dans le silence seulement troublé par le ronronnement de la machine, l'expert posa les questions. « Votre nom est-il bien Jean-Luc Pascal ? Oui. Êtes-vous officier dans la Marine nationale ? Oui. » Après les questions de base, l'expert prit une profonde inspiration et posa la question cruciale. Le 15 novembre 2014, avez-vous personnellement assassiné votre épouse Hélène Pascal ? Dans la salle d'observation, Dubois et Moreau, retenant leur souffle, fixaient les briques graphiques. Jean-Luc Sansillé répondit calmement « Non ». Les courbes du graphique restèrent aussi plates qu'un lac tranquille. Rythme cardiaque, tension artérielle, sudation, rien ne bougeait. L'expert perplexe répéta la question plusieurs fois, mais le résultat fut le même. Un peu plus tard, l'expert retira son casque et s'approcha de Dubois. « Capitaine, c'est inexploitable. Quoi vous voulez dire que ce n'est pas un mensonge ? Ni une réaction de vérité, ni une réaction de mensonge clair. Soit le sujet a une capacité de contrôle émotionnel hors norme, soit il se persuade lui-même de son propre mensonge. » Dubois se mordit les lèvres. En tant que militaire surentraîné, même la machine ne parvenait pas à le percer à jour. La situation commença à tourner en faveur de Jean-Luc. Les médias, on ne sait comment, changèrent de ton remplaçant les titres à sensation par des articles plus compatissants. Le dilemme caché d'un officier supérieur avant sa promotion. Poussé au suicide par les dettes de sa femme. Perdu entre l'honneur et la famille. Il ne reconnaît que le recel de cadavres. Sur Internet, les commentaires allaient bon train. En tant que chef de famille, il devait être à bout. C'est la femme morte qui a ruiné la carrière de son mari. Au sein même de l'équipe d'enquête, le doute s'installa. Dans un coin de la salle de réunion, Lucas Moreau, hésitant, prit la parole. « Capitaine, honnêtement, on manque de preuves directes de meurtre, non ?» Dubois, qui mangeait une soupe de nouilles instantanée, le foudroya du regard. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Non mais, comme dit l'avocat, on pourrait le poursuivre pour recel de cadavres et classer l'affaire. D'en haut, ils nous mettent la pression pour qu'on boucle le dossier rapidement. » Dubois jeta ses baguettes sur la table. Le bouillon éclaboussa sa chemise, mais il n'y prêta aucune attention. « Hé Lucas, tu n'as pas vu le corps, tu n'as pas vu la corde qui l'entravait. » « Oui, mais elle aurait pu être attachée après un suicide. » « Arrête de dire des bêtises. Qui dans ce monde se suicide en s'attachant les mains et les pieds dans le dos et en se mettant du ruban adhésif sur la bouche ? C'est logiquement possible, ça. » Le cri de Dubois résonna dans la salle de réunion. Mais ses collègues évitèrent son regard, se replongeant dans leur dossier. Ils avaient tous l'air de vouloir se débarrasser de cette affaire compliquée. Dubois amer se leva. « Très bien, pensez ce que vous voulez. Moi, je continue à ma façon. » Cet après-midi-là, Dubois prit un jour de congé et monta dans un TGV pour Marseille. Dans son sac, il y avait une seule photo, celle du nœud qui liait les chevilles du squelette. Arrivé à la gare Saint-Charles, il prit un taxi pour un vieux gymnase en périphérie. En ouvrant la porte, une odeur de sueur et des cris de combat l'accueillirent. Un d'eux plus fort, au milieu des élèves qui frappaient des sacs de sable, un homme musclé d'une quarantaine d'années, le regard de tigre, donnait des instructions. C'était Alain Bernard, ancien instructeur des commandos marines et vieil ami de Dubois. Voyant Dubois lui faire signe, Alain Bernard s'approcha en s'essuyant le front avec une serviette. « Tiens donc, qui voilà Antoine, mon vieux. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Comment ça va ?
Tu es toujours aussi en forme à ce que je vois. Dubois lui tapota l'épaule robuste. Les deux hommes s'installèrent dans un petit bistrot du quartier. Dubois but un verre de pastis d'une traite, puis sortit la photo de sa poche et la posa devant Alain. « Alain, j'ai un service à te demander. Jette un œil à ça. » Alain posa sa fourchette et prit la photo. C'était l'image d'une cheville squelettique entourée d'un nœud étrange. D'abord indifférent, son regard devint de plus en plus perçant. Il approcha la photo de ses yeux, l'examina sous tous les angles et murmura d'une voix basse « Antoine, où as-tu trouvé ça ? C'est une pièce à conviction. Tu sais à quoi sert ce genre de nœud ?» Alain jeta un regard autour de lui et se pencha en avant. Ce n'est pas un nœud ordinaire. Ce n'est pas pour attacher du matériel. Alors c'est pourquoi ? C'est pour neutraliser quelqu'un. Un nœud de contrainte spéciale. Les mots catégoriques d'Alain firent l'effet d'une décharge électrique à Dubois. Pour maîtriser quelqu'un, oui, c'est une technique pour attacher un ennemi capturé ou un prisonnier pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Ce qui est vicieux avec ce nœud, c'est que plus la personne bouge, plus il se resserre. Dubois déglutit. Un civil peut le reproduire. Absolument impossible. Ce n'est pas le genre de choses qu'on apprend sur Internet. Seuls ceux qui ont reçu un entraînement spécialisé dans les forces spéciales le connaissent. Et en plus, Alain pointa du doigt la direction du nœud sur la photo. Regardez ça, le bout du nœud est orienté vers l'arrière. C'est la preuve que quelqu'un l'a attaché par derrière. Seul c'est impossible, les bras ne se plient pas comme ça. Même en y passant sa vie, on ne peut pas faire ce nœud sur soi-même. Dubois serra les poings en écoutant les explications d'Alain. Le brouillard se dissipait. La version de Jean-Luc, selon laquelle Hélène s'était suicidée puis avait été attachée, venait d'être pulvérisée par cette seule photo. Donc, quelqu'un a intentionnellement, et avec une technique très professionnelle, ligoté une personne vivante pour la maîtriser. Exactement. Et vu le niveau de maîtrise, il y a 100% de chances que l'auteur soit un ancien des forces spéciales de la marine. Un vétéran même. Dubois regarda Alain droit dans les yeux et alluma son enregistreur. Alain, ce que tu viens de dire, tu peux le répéter mot pour mot devant un juge. C'est la vie d'une personne qui est en jeu, bien sûr. Je ne sais pas qui est ce type, mais c'est un vrai salaud d'utiliser ses compétences pour ça. Dans le train du retour vers Toulon tard dans la nuit, Dubois regardait par la fenêtre. Sur la vitre, son propre reflet se superposait au sourire narquois de Jean-Luc Pascal. Le capitaine de vaisseau Jean-Luc Pascal. Il avait suivi un parcours d'élite depuis l'école navale, mais avant cela, il avait servi comme chef d'équipe au sein des commandos marines. Il avait utilisé une technique de mise à mort qu'il connaissait sur le bout des doigts pour tuer sa femme et tentait maintenant d'utiliser cette même expertise pour échapper à la justice. Dubois glissa la photo dans son carnet et se mordit la lèvre. Les larmes de crocodile, c'est terminé Jean-Luc. Le train filait dans l'obscurité en direction de Toulon. La corde de la vérité se resserrait lentement autour du cou de Jean-Luc Pascal. Février 2019. Dans le bureau du juge d'instruction de Toulon, où le vent marin glacial fouettait les fenêtres, régnait un silence de plomb. Jean-Luc Pascal, le visage encore plus émacié que les jours précédents, était assis sur le banc des accusés. Mais en face de lui, le capitaine Dubois n'était pas seul. À ses côtés se trouvait le docteur Paul Martin, expert de l'Institut de recherche criminelle en blouse blanche, et Alain Bernard, l'ancien instructeur des commandos marines, le teint hâlé et le regard acéré. Le regard de Jean-Luc balaya les deux inconnus et ses pupilles tremblèrent imperceptiblement. L'index de sa main droite se mit à tapoter la table de manière irrégulière. Le signe de l'anxiété, Dubois jeta un épais dossier sur la table et commença « Monsieur Pascal, aujourd'hui laissons de côté les émotions et parlons un peu science. » D'abord, Alain Bernard sortit une photo haute résolution de la cheville du squelette et la plaça sous le nez de Jean-Luc. « Capitaine de vaisseau Pascal, pardon, vous êtes maintenant un civil, n'est-ce pas ? Ce nœud, il vous est très familier, j'imagine. » Jean-Luc déglutit, jetant un regard furtif à la photo. « Oui, je vois. C'est une corde. Pas n'importe quelle corde. C'est un nœud de chaise double modifié. Entre nous, on appelle ça un nœud de contrainte pour prisonnier, n'est-ce pas ?» Alain sortit une épaisse corde de nylon de sa poche. D'un geste expert, il reproduisit le nœud complexe en un instant. Comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose qu'un civil peut apprendre sur Internet. C'est une technique qui demande des milliers de répétitions pour être maîtrisée. Les paupières de Jean-Luc se mirent à trembler. Alain jeta la corde en direction de Jean-Luc et poursuivit « Et le plus décisif, c'est l'orientation. Regardez bien la photo.
vers où est dirigé le bout du nœud, qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait toute la différence. Ce nœud ne peut prendre cette forme que s'il est serré par quelqu'un d'autre par derrière. Seuls les bras ne tournent pas assez pour le faire. Alain se pencha en avant, fixant Jean-Luc dans les yeux. Une personne qui veut se suicider se retourne les bras dans le dos pour faire un nœud de force spéciale aussi complexe et de manière parfaite. Vous pensez vraiment que c'est crédible? Le visage de Jean-Luc devint livide. Des perles de sueur froide se formèrent sur son front et coulèrent le long de ses joues. Ce fut au tour du docteur Martin d'intervenir. Il étala sur la table des photos de la doublure de la doudoune agrandie au microscope. La médecine légale ne ment pas. Vous voyez ces taches rougeâtres ici? Il pointa une tache sur la photo avec son stylo. Ce sont les traces de sang détectées à l'intérieur de la doudoune. Ce n'est pas juste du sang, c'est une réaction vitale. Dubois, les bras croisés, ajouta « Expliquez-nous ce que ça veut dire de manière simple, docteur. C'est un phénomène qui ne se produit que lorsque le cœur bat et que le sang circule avec force au moment où une pression est exercée. Autrement dit, au moment où la corde a été nouée, la victime était vivante. » La voix ferme du docteur Martin résonna dans la pièce. Si on attache un cadavre, on n'obtient pas ce genre de réaction. Votre épouse a été ligotée vivante et dans une grande souffrance. Les mains de Jean-Luc se mirent à trembler de manière incontrôlable. Son avocat tenta de le calmer en lui serrant l'épaule en vain. Jean-Luc, comme si une corde invisible lui serrait le cou, tira violemment sur sa cravate. Dubois, sans lui laisser de répit, sortit la preuve suivante, un relevé bancaire et un reçu froissé. Maintenant parlons argent, 50 000 €. Il agita le reçu sous le nez de Jean-Luc. Voici le relevé de la transaction du jour de la disparition obtenue à la banque. Il montre clairement que votre femme a retiré 50 000 € en espèces au guichet. Or le coffret trouvé dans la voiture était vide. Le regard de Dubois était perçant. Réfléchissons logiquement. Une personne qui va se suicider jette un armagnac de valeur remplit le coffret d'argent et juste avant de mourir fait disparaître l'argent en ne laissant que la boîte vide. Ça a un sens? Jean-Luc ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Ça n'a aucun sens. Les 50 000 € disparus, c'est le meurtrier qui les a pris. Ce n'est pas un simple recel de cadavres, c'est un meurtre avec vol, une preuve irréfutable. À côté, Lucas Moreau présenta des photos de l'intérieur du véhicule. Et regardez l'état de la voiture. Le levier de vitesse sur neutre, le siège conducteur reculé au maximum. C'est la preuve évidente que personne ne conduisait, mais que quelqu'un a poussé la voiture pour la faire tomber à l'eau. Une femme de 1,55 m n'aurait jamais pu conduire avec le siège dans cette position. Acculé, Jean-Luc, s'épongeant le front, cria d'une voix paniquée « Non, ce n'est pas ça, c'est ma femme. Ma femme qui m'a menacé la première, elle avait un couteau, j'ai essayé de me défendre, c'est tout. C'était de la légitime défense. » À cet instant, Alain Bernard éclata d'un rire amer et méprisant. « Ah, la légitime défense, mon capitaine, vos propos sont complètement incohérents. » Qu'est-ce qui est incohérent? Vous dites que vous vous êtes battu avec une personne armée d'un couteau et que vous l'avez maîtrisée dans un geste de panique, mais comment avez-vous pu lui tordre les bras dans le dos pour faire un nœud aussi sophistiqué? Ce nœud, on ne peut le faire qu'après avoir totalement neutralisé l'adversaire en prenant son temps calmement et méticuleusement. Alain Bernard toisa Jean-Luc avec mépris et asséna le coup de grâce. Ce n'est pas le geste de quelqu'un qui panique, c'est le travail d'un assassin qui a tout planifié. Jean-Luc resta bouche bée. Il n'avait plus aucune excuse. Dubois se leva pour jouer sa dernière carte. Il sortit de sa poche un relevé d'appel et le jeta sur la table devant Jean-Luc. « Monsieur Pascal, vous vous souvenez où vous avez téléphoné ce soir-là à 19 h. Les pupilles de Jean-Luc s'agitèrent comme lors d'un tremblement de terre. Vous avez appelé La Voile d'Or, le meilleur restaurant de fruits de mer de la ville, pour réserver un salon privé, pour fêter votre promotion, disiez-vous. La voix de Dubois était basse mais bouillante de colère. Le jour où votre femme devait vous apporter 50 000 € le soir même où elle a disparu, vous avez réservé votre fête de promotion. C'est une coïncidence, c'était juste. Ce n'est pas une coïncidence. Vous aviez déjà tout planifié. Prendre l'argent de votre femme, la tuer pour la faire taire, utiliser cet argent pour soudoyer l'intermédiaire, et tout excité à l'idée d'avoir vos étoiles d'amiral, vous avez même préparé la fête. Dubois frappa la table du poing en hurlant. Un être humain ne fait pas ça. Pas à la femme qui a passé sa vie à vous soutenir. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. On aurait dit entendre le château de mensonges et l'alibi parfait de Jean-Luc s'effondrer. Il se cacha le visage dans ses mains tremblantes,
Ses épaules étaient secouées de violents soubresauts. Ce n'étaient pas des larmes de regret, mais plutôt le spasme de désespoir de celui qui sait que tout est fini. Dubois, reprenant son souffle, dit d'une voix calme mais ferme « Monsieur Pascal, la comédie est terminée. C'est votre dernière chance de dire la vérité. Qu'avez-vous fait à votre femme ce soir-là sur la digue? Dites-le de votre propre bouche. » Après un long moment de sanglots, Jean-Luc releva lentement la tête. Ses yeux injectés de sang étaient pleins de larmes, mais aussi d'une profonde résignation et d'un sentiment de défaite. Ses lèvres tremblèrent et s'entr'ouvrirent. « C'est moi. » Sa voix brisée rompit le silence. « C'est moi qui ai tué Hélène. » L'aveu enfin. La vérité sordide enfouie pendant 4 ans au fond de la mer froide voyait enfin le jour. Dubois impassible vérifia que la lumière rouge de l'enregistreur sur la table clignotait bien. Le vrai combat pour apaiser l'âme tourmentée d'Hélène Pascal touchait à sa fin. Derrière les larmes de couardise de Jean-Luc, la réalité cruelle et froide d'un meurtre se révélait enfin sous la lumière des néons. 15 novembre, 20:14:20 heure. Une obscurité d'encre recouvrait l'extrémité de la digue du Mourillon. En ce lieu hors de portée des lampadaires, seul le bruit du vent d'hiver qui mordait la peau et le fracas des vagues contre le béton résonnaient. Brisant le silence, Jean-Luc Pascal prit son téléphone et appela sa femme Hélène. « Hélène, viens au bout de la digue maintenant. J'ai quelque chose d'important à te dire en privé. » Au bout du fil, la voix tremblante d'Hélène se fit entendre. « Pourquoi là, bas? Ça me fait peur. On ne peut pas en parler à la maison. Non, pas à la maison. Il faut que je règle ça dans un endroit où il n'y a personne. Arrête de discuter et viens vite. » Sans même attendre sa réponse, Jean-Luc raccrocha sèchement. 30 minutes plus tard, les phares d'une Peugeot argentée apparurent dans l'obscurité. La voiture s'arrêta et Hélène en descendit un grand coffret en bois à la main. Jean-Luc, vêtu d'une veste sombre, sortit de l'ombre. Son visage était plus froid encore que la mer d'hiver. « Tu l'as ?» demanda-t-il sans préambule. Hélène lui tendit la boîte, ses mains tremblaient. « Le voilà. C'est vraiment la dernière fois promis. » Elle ouvrit le couvercle en sanglotant. « J'ai enlevé la bouteille, il n'y a que l'argent. 50 000 €. Tout y est. » Jean-Luc lui arracha violemment la boîte des mains et en vérifia le contenu. Des liasses de billets de 50 € dans une enveloppe Kraft la remplissaient. C'était l'argent qu'Hélène avait gagné en faisant la plonge et le ménage dans les hôtels, un argent gagné au prix de ses mains abîmées de ses larmes et de son sang. J'ai même dû emprunter à un usurier pour réunir la somme. « Chérie, s'il te plaît, arrêtons. Je n'en peux plus. » Hélène s'agrippa à la veste de Jean-Luc en le suppliant. « Il faut aussi mettre de côté pour les études de Camille. Vivons un peu comme des gens normaux maintenant, d'accord. » Mais Jean-Luc, comme s'il n'entendait pas ses supplications, était trop occupé à vider l'argent dans son propre sac. Puis il jeta nonchalamment le coffret vide par la fenêtre passager de la voiture d'Hélène. Arrêté. Il remonta la fermeture éclair de son sac et releva lentement la tête. Dans son regard, nulle trace de gratitude ou de pitié, seulement l'expression glaçante de quelqu'un qui s'apprête à se débarrasser d'un objet devenu inutile. La commission de promotion est imminente. Si je n'ai pas mes étoiles cette fois, ma vie est finie. Et toi, tu me parles d'arrêter. C'est ce qu'une épouse est censée dire. Je sais, mais je n'ai vraiment plus aucune solution pour trouver de l'argent. Hélène s'effondra en larmes. Tu veux que je me prostitue maintenant, j'ai peur. Jean-Luc la regarda pleurer d'un œil froid. Plus aucune solution. Ça veut dire que tu ne sers plus à rien alors. Il murmura ces mots. Quoi ? Au moment où Hélène, essuyant ses larmes, relevait la tête, le bras de Jean-Luc s'enroula autour de son cou. C'était une technique de neutralisation silencieuse répétée des centaines de fois lors de son entraînement dans les forces spéciales. Hélène, suffocant, griffa le bras de son mari, mais elle ne pouvait rien contre la force d'un militaire entraîné. « Jean-Luc, chéri, pourquoi ?» La peur et la trahison emplirent ses yeux. Mais Jean-Luc, le visage impassible, serra encore plus fort. La résistance d'Hélène faiblit peu à peu et son corps devint flasque. Il déposa sa femme inconsciente sur le bitume froid et vérifia son pouls. Il battait faiblement, mais cela lui était égal. Jean-Luc se dirigea vers le coffre de sa voiture et en sortit une épaisse corde de nylon préparée à l'avance. D'un geste expert, il commença à ligoter les poignets de sa femme évanouie, les bras dans le dos. Le nœud de chaise double modifié, un nœud cruel impossible à défaire qui s'enfonce dans la chair à chaque mouvement. Après avoir également attaché solidement ses chevilles, il la souleva comme un paquet et la jeta sur le plancher de la banquette arrière,
recroquevillé dans l'espace exigu. Jean-Luc monta au volant et modifia l'habitacle. Il recula le siège conducteur au maximum à sa propre taille. Puis il passa le levier de vitesse de D-Drive à N neutre et coupa le contact. Tout était prêt. Descendant de la voiture, il laissa la portière conducteur grande ouverte, attrapa le volant d'une main et commença à pousser la carrosserie de l'épaule. Sous le poids de sa carrure de plus de 1,80 m, la Peugeot au point mort commença à rouler lentement. Le bruit des pneus sur le bitume brisa le silence de la nuit. La voiture prenant de la vitesse, fonça vers le bord non protégé de la digue. Jean-Luc la lâcha. La carrosserie argentée s'envola dans les airs avant de plonger dans la mer Noire dans une gerbe d'eau monumentale. Plouf! L'eau glaciale s'engouffra à gros bouillons par la vitre brisée. Le contact de l'eau la tira de son inconscience. Hélène ouvrit brusquement les yeux. Elle tenta instinctivement de respirer, mais l'eau salée envahit sa bouche. Elle essaya de bouger les mains et les pieds, mais la corde qui les liait dans son dos ne bougea pas d'un millimètre. Au contraire, plus elle se débattait, plus le nœud s'enfonçait dans sa chair. La voiture se remplit d'eau en un instant et sa vision devint complètement noire. « Au secours, il y a quelqu'un, chérie !» Hélène voulut crier, mais seules des bulles d'air s'échappèrent de sa bouche. Dans la douleur de ses poumons qui semblaient sur le point d'exploser, le visage de sa fille Camille lui apparut. Le vieux livret de caisse d'épargne caché au fond de l'armoire avec l'argent pour ses études. Heureusement, cet argent-là, il n'a pas pu le prendre. Au seuil de la mort, elle se sentait soulagée pensant à l'avenir de sa fille. Sa conscience s'estompa peu à peu et ses forces l'abandonnèrent. C'est ainsi qu'elle sombra dans l'obscurité éternelle prisonnière de la banquette arrière de cette froide Peugeot. Sur la digue, Jean-Luc Pascal regarda la scène jusqu'à ce que la gerbe d'eau disparaisse et que la mer redevienne calme. Il consulta sa montre, 20 et un dix. Le dîner à la base devait battre son plein. Il sortit son téléphone, prit une profonde inspiration et appela un collègue. « Allô Marc, c'est moi. Ma femme était un peu malade, je suis passé la voir mais rien de grave. Je reviens tout de suite. » On enchaîne avec le deuxième round. Sa voix était d'un calme effrayant, presque joyeuse. Après avoir raccroché, Jean-Luc ajusta ses vêtements et se dirigea vers sa voiture. Sa silhouette n'était pas celle d'un meurtrier qui venait de noyer sa femme, mais celle d'un militaire pressé retournant à ses obligations. 30 minutes plus tard, il entra dans le restaurant sous les acclamations de ses collègues. « Mon capitaine, vous en avez mis du temps. Vous êtes un peu pâle. » Jean-Luc afficha un large sourire et s'assit. « Oh, rien de grave. J'avais juste un truc urgent à régler. Bon, comme je suis en retard, je mérite un verre de pénalité, non ?» Au moment où il levait son verre en riant au plus profond de la rade de Toulon dans la vase froide, l'âme d'Hélène Pascal, sacrifiée à la cupidité et à la trahison, son mari poussait un cri silencieux. 23 mai 2019. Devant la grande chambre du tribunal correctionnel de Toulon, la foule de journalistes et de spectateurs était si dense qu'il était impossible de se frayer un chemin. Dans le box des accusés, Jean-Luc Pascal, bien que s'efforçant de maintenir une posture digne, ne pouvait cacher la réalité de sa situation trahie par ses poignets menottés et ses cheveux grisonnants. Le président du tribunal, tenant le lourd jugement, commença à lire d'une voix lente. Par ces motifs, le tribunal déclare Jean-Luc Pascal coupable et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Un silence s'abattit sur la salle, bientôt suivi d'un brouhaha. Le président, regardant sévèrement Jean-Luc par-dessus ses lunettes, poursuivit la lecture des motifs. L'accusé, pour préserver son statut social et sa réputation, a ôté la vie de manière cruelle à l'épouse qui lui avait consacré toute sa vie. De plus, pour dissimuler son crime, il a disposé du corps et a tenté de faire passer la victime pour une malade mentale, ce qui démontre une perversité extrême. Les épaules de Jean-Luc tressaillirent visiblement. En conséquence, le tribunal estime qu'il est juste de retirer définitivement l'accusé de la société et, conformément à la loi, prononce la déchéance totale de ses droits à la pension militaire. Au mot pension, Jean-Luc releva brusquement la tête. L'argent et l'honneur qu'il avait cherché à préserver toute sa vie se dissipaient en fumée. Au premier rang, la sœur d'Hélène Sophie éclata en sanglots, le visage dans les mains. « Ma sœur, tu as entendu, repose en paix maintenant. » À la fin du procès, alors que les gardiens l'emmenaient, les journalistes se ruèrent sur Jean-Luc comme un essaim d'abeilles. Les flashs crépitèrent sans relâche, illuminant son visage déformé par la rage. « Avez-vous l'intention de présenter vos excuses à la famille ? Reconnaissez-vous les faits ?» Un journaliste lui tendit un micro. Jean-Luc releva soudain la tête et hurla «
Je suis innocent, c'est une conspiration. » Ses yeux étaient injectés de folie. « J'aimais ma femme. Vous n'avez pas le droit de piétiner l'honneur que j'ai mis toute une vie à construire. Ce jugement est une erreur. » Circulez. Les gardiens l'attrapèrent par les bras et le traînèrent brutalement. Jusqu'au bout du couloir au lieu du remords, c'est l'injustice qu'il clama. « Je vais faire appel, j'irai jusqu'à la cour de cassation, s'il le faut, pour prouver mon innocence. » Son cri résonna dans le couloir du tribunal, mais personne n'y prêta attention. La réputation qu'il chérissait tant était déjà en 1000 morceaux. Quelques jours après la clôture définitive de l'affaire, l'appartement où vivait Hélène se vidait. Sa fille Camille, maintenant âgée de 23 ans, entra dans la chambre pour trier les affaires de sa mère. Le visage de Camille, sur le point d'être diplômé, était creusé par le chagrin. « Maman, je suis là », murmura-t-elle à la pièce vide. Elle ouvrit la porte de l'armoire en acajou que sa mère aimait tant. Une bouffée de l'odeur de la lotion de sa mère s'échappa des vêtements, lui pinçant le cœur. Camille sortit les vêtements un par un pour les plier et découvrit au fond de l'armoire, sous des journaux, un objet dur enveloppé dans un vieux mouchoir. C'était un vieux livret de caisse d'épargne. La couverture était usée et sur la première page d'une écriture appuyaient ces mots « Pour les études de ma fille Camille ». Les mains de Camille se mirent à trembler. Elle ouvrit le livret. Des lignes de dépôt minuscules couvraient les pages. 10 €, 50 €, 100 €. Jamais de grosses sommes. C'était la trace de l'argent qu'elle avait mis de côté en se privant, en économisant sur les courses, en acceptant des ménages, tout en remboursant les dettes de son mari et en maintenant les apparences. Les dates couvraient la période de l'entrée de Camille au lycée jusqu'à la veille de sa disparition. Sans un seul mois d'interruption. 10 novembre 2014, 30 €. C'était le dernier dépôt. Le solde final était de 23 000 €. L'argent que son père avait tant cherché qu'il avait voulu lui prendre. L'argent que sa mère avait protégé au péril de sa vie. « Maman, idiote !» Camille, serrant le livret contre son cœur, s'effondra. L'image de sa mère portant des sous-vêtements usés pour économiser chaque centime pour l'avenir de sa fille lui apparut. « Pourquoi tu n'as pas utilisé cet argent pour les dettes de papa? Pourquoi tu ne prenais pas soin de toi ?» Les sanglots de Camille emplirent l'appartement vide. Cet argent n'était pas juste de l'argent. C'était le sang et la chair de sa mère qui s'étaient sacrifiés pour protéger son enfant. Le même jour, en fin d'après-midi, le capitaine Dubois se rendit dans un petit bistrot d'une ruelle du port de Toulon. Un endroit qu'il avait découvert pendant l'enquête où Hélène venait parfois se reposer. En ouvrant la porte, l'odeur réconfortante d'une daube en train de mijoter l'accueillit. « Bonjour ». La patronne, une femme de 60 ans, qui nettoyait une cocotte, écarquilla les yeux en le voyant. « Tiens, l'inspecteur, j'ai entendu dire que le procès était terminé. » Dubois sourit amèrement et s'assit dans un coin. « Une daube, s'il vous plaît, bien chaude. »« Entendu, je vous sers ça tout de suite. » Un instant plus tard, une assiette fumante fut posée devant lui. La patronne, s'essuyant les mains sur son tablier, s'assit en face de lui. C'est la table où Hélène s'asseyait toujours. À ces mots, Dubois, la fourchette en l'air, s'arrêta. Après son service, elle s'asseyait toujours dans ce coin et elle mangeait sa soupe de poisson en souriant. Elle disait qu'en pensant au plat qu'elle préparait pour le diplôme de sa fille, elle ne sentait même plus la fatigue. Les yeux de la patronne s'embuèrent. Cette pauvre femme, elle s'est tuée à la tâche pour que son mari devienne amiral. Ses mains étaient devenues comme de la corne, et au lieu des étoiles, elle a fini au fond de la mer. La patronne s'essuya les yeux avec le coin de son tablier. Mais grâce à vous, justice a été faite. De là, ô Hélène doit vous être reconnaissante. Dubois, sans un mot, prit une grande bouchée. La chaleur du plat qui descendait dans sa gorge semblait dissoudre un peu du poids qu'il avait sur le cœur. Il pensa. Ce que Jean-Luc voulait à tout prix, c'était des galons brillants sur son uniforme, un honneur factice. Mais ce qu'Hélène avait protégé au prix de sa vie, c'était le sens d'une vraie famille, celle avec qui on peut partager un repas chaud. Dubois ayant saucé son assiette, jusqu'à la dernière goutte se leva. Au moment de sortir son portefeuille, la patronne l'arrêta d'un geste. « C'est bon, partez, considérez que c'est ma façon de lui dire au revoir. » Dubois s'inclina profondément en silence et quitta le restaurant. Au crépuscule, ses pas le menèrent naturellement vers la digue du Mourillon, l'endroit exact où 4 ans plus tôt la Peugeot avait plongé dans la mer froide. Au loin, le soleil couchant teintait l'horizon d'un rouge sang. Les vagues se brisaient en écume blanche contre le béton. Dubois, traînant sa jambe douloureuse, s'avança jusqu'au bout de la digue.
quelqu'un était passé avant lui. Au pied du parapet, un bouquet de chrysanthèmes blancs et une bouteille de pastilles à moitié vide étaient posés. C'était probablement sa fille Camille ou sa sœur Sophie. Le vent marin faisait trembler les pétales des fleurs. Dubois sortit de sa poche son vieux carnet en cuir et un stylo. D'une main, il maintint le carnet qui s'agitait au vent et l'ouvrit à la dernière page, affaire de la disparue du port de Toulon, Hélène Pascal. Il appuya sur la mine du stylo et traça un trait épais sur les mots. 1, 2, 3 traits jusqu'à ce que les lettres soient illisibles. Et à côté, il ajouta en petits caractères « classé ». Dubois referma le carnet, le glissa dans la poche de sa veste et s'appuyant au parapet, contempla la mer. « Allez dans un endroit où il ne fait plus froid maintenant et mangez de bons repas chauds », murmura-t-il en direction de l'eau. C'était le dernier adieu du policier qui avait sorti la vérité des profondeurs obscures où elle avait reposé pendant 4 longues années. Dubois remonta le col de sa veste et se retourna. Sa silhouette boitillante s'éloigna lentement dans la lumière du crépuscule. Derrière lui, le bruit des vagues résonnait encore comme un requiem, et les chrysanthèmes blancs, baignés par la lueur rouge du soleil couchant, brillaient d'une chaleur douce, comme un phare laissé par Hélène pour éclairer le chemin de la fille qu'elle avait laissé derrière elle. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Un petit commentaire pour me dire que vous avez apprécié serait une grande source de motivation. Je vous souhaite une journée remplie de lumière et de sérénité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Merci.